fattore, quindi Tutte le esperienze queste stesse. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Marie-Lise. Bonjour. Merci à toi d'accepter de participer à ce nouvel entretien de la Fondation Jean Jaurès. Alors, chacun se souvient de tes passages ministériels, y compris le dernier, qui n'a pas été le plus simple. Ministère de la décentralisation au moment des lois NOTRe et MAPAM, dont on a quelques souvenirs communs. Peut-être l'aborderons-nous en toute fin, si on en a un peu le temps. Mais je voulais commencer cet entretien, cet échange, par revenir sur, à la limite, quasiment les origines de ton engagement au sein du Parti socialiste, qui, comme beaucoup de ta génération, passe au préalable par d'autres engagements, avec cette double spécificité sur lesquelles j'aimerais qu'on se penche un petit peu. C'est d'abord que c'est dans une région qui a elle-même une culture politique bien précise, qui est la Bretagne Nord, avec une culture politique spécifique incarnée notamment par le Parti socialiste unifié, et que toi-même tu adhères au PSU, à un moment donné où le Parti socialiste, dit-on aujourd'hui, était en plein renouveau, c'est-à-dire tu y adhères en 72 au PSU, et tu restes quelques années au PSU avant de rejoindre le Parti socialiste. Donc il y a un aspect de décalage par rapport à nombre de ce qui sont devenus ensuite tes camarades du Parti socialiste. Tu adhères plus tard que les autres au PSU, alors qu'à ce moment-là, beaucoup de celles et ceux, je pensais à Lionel Jospin qui adhère au Parti socialiste à la fin de l'année 71, soit tu ne fais pas ce choix-là, et ce choix-là du PSU, tu le conserves pendant quelques années jusqu'en 77, me semble-t-il. 77. Donc, explique-moi cette, non pas incohérence, parce qu'elle est très cohérente par rapport à ton territoire et à ta filiation aussi, mais qu'est-ce qui t'a fait adhérer au PSU en 72 ? Alors, d'abord, moi je suis né en 47, c'est-à-dire que j'ai une histoire que tu ne peux pas avoir. Pas tout à fait. Et lorsque j'avais une dizaine d'années, chez moi, le sujet majeur était l'Algérie. Et j'ai été intéressée à écouter à partir de là ce que disaient certains adultes. Et comme mon père a toujours été intéressé à la chose publique, disait-il, hein, c'était un enseignant, il était responsable d'un collège, cours complémentaire à l'époque, mais il travaillait beaucoup seul, parce qu'on était dans une toute petite ville, à Loudiac, dans les Côtes-d'Armor, dans les Côtes du Nord à l'époque. Et il cherchait aussi donc discussion avec des amis, avec d'autres personnes qui étaient, eux, engagés pour certains déjà en politique. Donc aussi bien ceux qui allaient partir tout de suite au Parti socialiste plus tard, hein, et je les ai revus depuis, que ceux qui étaient des militants communistes par héritage, j'ai envie de dire, de la sortie de guerre. Et donc, l'idée de l'Algérie, moi, m'a fait aussi réfléchir à la colonisation, la décolonisation. Et au fond, je crois que cette idée-là, dans un environnement de gauche, dans un environnement très, très présent sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que les autres aillent mieux, à la fois dans la vie quotidienne et dans l'engagement politique, cet engagement de gauche est teinté de cette idée que ceux qui vont fonder plus tard le Parti socialiste, la SFIO en l'occurrence, n'ont pas géré politiquement, philosophiquement, j'ai envie de dire même anthropologiquement, n'ont pas géré la question de la décolonisation, donc la question de l'Algérie à ce moment-là. Et donc moi je suis des réunions très jeunes, à la fois avec des agriculteurs qui ont envie de s'informer, et je rencontre des personnalités importantes. Et c'est vrai que les Côtes-d'Armor, les Côtes du Nord de l'époque, sont présentes dès le PSA. Oui, exactement. Et donc, moi, quand j'ai la conscience... Avec Tanguy Prigent, notamment. Avec Tanguy Prigent. Bien sûr, grande figure du PSA et du PSA. Moi, quand j'ai conscience que l'engagement passe par les partis politiques, je vois le PSU est né. Antoine Mazier, donc PSU, est deviendra maire de Saint-Brieuc, il est professeur d'histoire.
Et j'ai la chance, avec mon père, très jeune, puisque ça commence quand j'avais à peu près 14 ans, d'aller chez Antoine Mazier l'été, à Bénique, où il avait sa maison d'été, et avec une correspondante anglaise. Et Antoine Mazier, avec sa main comme ça, nous parle, à nous les deux petites de 14, 15 ans et 16 ans plus tard, nous parle de l'équilibre du monde. Et du fait que l'engagement politique, c'est bien sûr porter des citoyens qui sont maltraités, disait-il, par la République vers le mieux, mais aussi se poser la question de l'équilibre du monde. Et à la fois, parce que c'est une Anglaise qui est avec moi, parler d'Europe, de ce que peut être l'Europe de la paix, mais pas seulement. Et nous disons à nous, si on réussit à bien parler de l'ensemble des citoyens du monde, on ne sera pas dans l'international tel qu'elle l'est aujourd'hui, mais dans un échange politique fécond qui conduira à ce que vous aurez une Europe miroir, en fait, de ce que peut être le droit des gens, le droit... Et vous partagerez. Et nous parlez constamment de partage. Et je pense que cet héritage-là, décolonisation mal portée, questionnement de Mendès France, arrivée de Michel Rocard, fait que moi je me trouve bien chez des gens qui veulent prendre le pouvoir, bien évidemment. La preuve, c'est que Antoine Mazier devient maire, et que d'autres vont être conseillers généraux à l'époque. C'est-à-dire que c'est un engagement qui n'est pas simplement un engagement philosophique et dénué de toute prise de responsabilité. Non, c'est un engagement très précis. Il faut agir. Et donc, je reste là parce que on réfléchit tout le temps. On agit, mais on n'oublie jamais qu'une fois qu'une idée est traduite en action publique, elle n'est pas morte. Mais il faut qu'il y en ait une autre derrière. C'est-à-dire que il faut réinventer incessamment l'action publique. C'est-à-dire qu'il faut réinventer tout le temps. Et en plus, Michel Rocard, quand il arrive, parce que pour moi c'est le dernier arrivé, bon, derrière Mazier, Tanguy Prigent, mon père n'était qu'un des candidats permanents du PSU dans la commune de Loudiac. Mais il arrive avec ce bagage, j'ai envie de dire, je continue à réfléchir. Et d'ailleurs, quand il était, je fais une parenthèse, mais quand il était ministre, je me souviens que ce qu'il m'avait dit, c'est que l'enfer d'un ministre, c'est qu'il ne peut pas travailler. Donc il n'a plus le temps de travailler. Donc, de réfléchir en tous les cas. Moi, je reste au PSU parce que je reste aussi attentive à la solidité de ce que ça apporte en termes d'idées. Et c'est pas seulement un miroir, c'est vraiment porteur d'idées, porteur d'action publique. Avec, je rencontrerai dès 73 Marie-Jacques, qui elle fera aussi un chemin différent. Elle ira plus vite que moi au Parti socialiste. Mais je me souviens de ce débat de la présidentielle où j'assiste au meeting à Morlaix. Un meeting, c'est très important parce qu'il faut se mettre dans la peau de ce que nous avions, c'est-à-dire pas de réseaux sociaux, pas de moyens de communication. C'est-à-dire qu'on a les livres, on a les écrits et on a ceux qui viennent nous parler. D'où l'importance des meetings. D'où l'importance capitale de ces rencontres. Et c'est vrai que Marie-Jacques, elle, était déjà Léine Mitterrand. Moi, j'étais encore au meeting de Rocard. Et je pense que c'était pas réfléchi tous les jours. C'était consubstantiel d'une conception de la politique. Et quand Michel Rocard et d'autres disent maintenant il va falloir... Aux assises du socialisme rentrer. Toi, tu suis pas? Non. Tu n'arrives pas à faire cette rupture avec ton héritage, en quelque sorte. J'ai l'impression que le corpus idéologique, en fait, qu'on pouvait porter n'est pas
n'est pas fini, c'est pas fini. Enfin, forcément, c'est jamais fini. Mais j'étais, je crois, j'étais trop gourmande. J'avais envie qu'on en ait encore plus et qu'on continue. Et alors, qu'est-ce qui te fait changer d'avis en 77 ? Pourquoi en 77, d'un coup d'un seul ? Si j'étais taquin, je te dirais, bon, tu t'es dit finalement le corpus doctrinal était achevé, ou alors il fallait mener la bataille politique ailleurs, ou est-ce que c'est les réseaux locaux, ton amitié avec Marie-Jacques, etc. Ou, parce que ça joue aussi beaucoup, ces relations humaines qui font que, qu'à un moment donné, on suit des orientations stratégiques ou tactiques que quelques mois ou quelques années auparavant, on se refusait à suivre. Le tissu humain joue pour beaucoup dans ce type de choix. Il y a le tissu humain et il y a la raison. Il y a un moment où on se dit, c'est vrai qu'il y a eu des parlementaires PSU, mais il faut Roger Prat notamment, Roger Prat, en 67, qui est élu. Mais il faut prendre acte qu'une grande majorité de la population n'est pas prête à avoir trop, j'ai envie de dire, de choix. Et que pour avoir une chance qu'on prenne le pouvoir à gauche, eh bien, il faut se rassembler. Il va falloir passer par-dessus le fossé et rentrer dans le pré où sont les autres. Et c'est vrai qu'au fond, c'est pas facile à faire. Moi, j'ai pas trouvé ça facile, mais je me suis dit quand même, tu coupes les cheveux en 4, puis après en 8, puis après en 16, puis après en 32, puis à un moment donné, tu les vois plus. Donc il va falloir peut-être être moins dans la réflexion, mais il faut être totalement dans l'action. Et je pense que ce qui m'a aidé, c'est bien sûr Marie-Jacques, Louis Lepinsec, qui est aussi dans le département, mais c'est un des dossiers porté par ces héritiers-là du PSU, qui est convaincre. Au fond, d'où viennent ceux qui sont... Moi, je suis encore au PSU, ils sont déjà passés de l'autre côté, mais avec cette idée de convaincre, des clubs convaincre. Mmh. Et je trouve que je retrouve là ce que j'aimais, quoi. C'est-à-dire à la fois l'engagement militant, aller chercher des voix, parce qu'il faut aller chercher des voix, et être sûr que ce qu'on propose est vraiment un progrès. Ça, c'est quand même la plus grosse des questions qu'il faut se poser tous les jours. Donc, aller chercher des voix, mais grâce à un mouvement qui est déjà un mouvement de prise en compte, pas seulement d'un pouvoir quasi monarchique, incarné par le futur candidat du Parti socialiste, qu'on voit comme celui qui sera en haut de la pyramide et à qui on confiera tout. Mais ces clubs qui ont permis qu'au moment où on s'engage, la décentralisation commence à être une musique portée, mais portée par quand même majoritairement chez moi par les anciens du PSU, qui font alliance avec des anciens de la SFIO, et sur ces sujets de pouvoir et de décoloniser la province, comme disait Michel Rocard. On est en Bretagne. Ouais. Et ce n'est pas un accident de l'histoire pour nous, ni un accident de géographie, c'est un état de fait important politiquement parlant. Parce que c'est une région qui a donné à la France et qui vit toujours dans « j'ai donné les troupes, j'ai donné la chair, j'ai donné des corps, j'ai donné des esprits qui ne sont jamais revenus, j'ai donné et je ne reçois pas ». Et donc cette idée de région qui a tout donné et qui ne reçoit pas, au fond, sans doute, a permis que les choses, enfin l'amalgame se fasse bien. C'est-à-dire qu'avec l'idée qu'à l'intérieur du Parti socialiste, on portera quelque chose de différent. Certains sont restés au PSU, mais il y avait un contexte local complexe. Le PSU et la gauche avaient gagné les élections et les choses se sont un peu déchirées parce qu'ils avaient décidé d'être maires chacun leur tour 1 an. Oui. Ça marche pas trop. L'autogestion qu'on aimait tellement, ça piquait pas. Et au bout d'1 an, le maire a dit c'est pas possible, on peut pas faire ça. Donc il y a eu des déchirures locales qui ont fait ombre
fait ombre à la gauche dans son ensemble. Parce que, entre PSU et PS, du coup, parce qu'il y en a un qui a trouvé l'idée de s'en sortir en passant par le PS. Donc, du coup, les ombres ont été dures. Marie-Jacques, en 1978, n'a pas eu les voix qu'elle espérait parce que, comme elle était au PS, d'anciens PSU... n'ont pas voté pour elle. Mais, et donc, toi, tu prends ta carte au Parti socialiste en 77. Donc, il y a quand même un aspect de rupture, quand même, avec une partie de ton histoire et de tes réseaux amicaux aussi, j'imagine. Pas de simple, quoi. Et même mon père, on en discute, bien évidemment. Et lui n'adhérera jamais au PS. En revanche, il donnera un don pour toutes les campagnes électorales des socialistes, puisqu'il n'y a plus de candidats PSU, et pour cause. Mais il n'adhérera jamais parce que l'ancien ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, n'avait pas été à la hauteur sur la décolonisation. Et donc, cette idée qu'il arrivait vers une gauche socialiste ou socialiste de gauche, mais par un chemin qui n'était pas un chemin idéal, faisait qu'il y avait quand même quelques doutes. Et après, moi, je vais me sentir bien quand on va avoir le congrès de Nantes. C'est-à-dire quand on va pouvoir, à l'intérieur du Parti socialiste, se reconnaître. Porter un message particulier, en partie issu de cette histoire, du PSU. C'est là où, en fait, j'ai l'espace pour exprimer la singularité qui est la mienne. Voilà. Et donc, je peux me retrouver dans ce conglomérat, de ce qui va être une synthèse particulière. Une identité. Tout en ne niant jamais le fait qu'il fallait qu'il y ait un conglomérat, mais en gardant une identité et en se disant on continuera à pousser nos idées à l'intérieur. Grâce à la proportionnelle, d'ailleurs. Voilà. Et donc, je veux dire, c'est Nantes, pour nous, le moment fort. Le moment fort. Et alors, comment... parce que, d'accord, tu passes, j'allais dire presque, la porte, et tu apprends à devenir minoritaire, ce qui t'arrivera assez fréquemment, comme dans ta vie politique, ce qui peut parfois en faire le sel, et tu deviens assez vite assistante parlementaire de Marie-Jacques. Oui, donc il y a un aspect de... Quand on regarde d'extérieur ton parcours, on se dit, en fait, c'est amusant parce que Marie-Lise, elle a un parcours quasiment typique de beaucoup de jeunes ou de moins jeunes socialistes qui sont, à un moment donné, assistants parlementaires, qui font un travail de terrain militant, etc., qui ont un boulot par ailleurs, qui vont devenir conseillères municipales, conseillères régionales. Tu le deviens dès 86, donc dès la première élection régionale. On l'oublie, mais c'est la première élection régionale au suffrage universel direct. Donc il y a une espèce de parcours classique, et puis tu prends la mairie de Morlaix, on y reviendra en 95, tu reprends la mairie de Morlaix en 95. Il y a une espèce de parcours classique, et pourtant ça colle pas avec la réalité et sans doute la manière dont toi tu l'as vécu. D'abord, il faut dire une chose, Marie-Jacques n'est pas classique. Elle a fait le même parcours, donc on s'y retrouve dans ce qu'on essaye de porter. Et en fait, quand je deviens assistante parlementaire, ce n'était pas prévu du tout que je devienne assistante parlementaire. Mais moi, j'ai travaillé dans une société privée, et tout le monde saura tout, nous voulions un troisième enfant. Et donc, c'était très dur, très difficile, et je m'étais déjà dit qu'il faudrait peut-être que je me réoriente, parce que c'était dur déjà avec les 3 enfants bientôt, bref. J'étais déjà dans l'idée, mais personnelle, pas politique, d'évoluer. Et puis arrive un fait politique dans mon travail. Je travaille pour une société d'économie mixte qui est dirigée par Gourvenec, Alexis Gourvenec. Un jour, il a besoin d'un cadre pour l'aider sur un dossier. On vient à Paris en avion, discussion dans un ministère. Et je suis là, donc je fais le parcours, la petite derrière avec les dossiers. Et au retour, la conversation, je ne sais plus... Je n'ai pas retrouvé exactement comment on avait démarré cette conversation sur la politique,
Et il me dit, tous les socialistes sont des imbéciles. Alors j'ai dit, perdu. Je suis profondément socialiste. Elle était sidérée, quoi. Il ne s'en était pas rendu compte, vous ne voyez pas assez souvent. Et donc, j'ai dit, dans ce cas-là, je sais qu'à partir de maintenant, tu vas me faire une vie infernale. On connaît les méthodes. Il a fait beaucoup de choses, estime, mais il avait aussi des méthodes, mais estime. Et donc, je décide de lui remettre ma démission. Et on arrive, on est fin 77, on a déjà commencé la campagne. Des législatives. Des législatives 78, et du coup, je suis en congé, je cherche du travail, je sais à peu près vers où je vais aller, mais bon, et je donne beaucoup de temps à Marie-Jacques pour la campagne électorale. On n'avait pas les moyens qu'on a maintenant, hein. Donc, ça demandait un temps fou. Il fallait tout écrire, il fallait... Et donc, je donne ce temps parce que j'ai la chance... D'avoir ce temps. D'avoir ce temps. Et le soir de l'élection, Marie-Jacques est élue. On est très triste parce qu'on a loupé la majorité et on ne revient pas sur cette histoire. Et ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais elle me dit, il va falloir quelqu'un pour m'aider, quoi. Elle me dit, est-ce que tu peux attendre un an avant de prendre un nouveau boulot ? Aide-moi au départ, ça va être dur, on est dans l'opposition. Alors j'ai réfléchi, je suis rentrée chez moi. C'est très drôle parce qu'elle me dit en plus, tu pourras rentrer chez toi à 5h pour les enfants, 17h30 tu seras à la maison. Je n'étais pas à la maison à 17h30. Bref. Et je dis oui, je deviens assistante parlementaire, j'ai envie de dire contre mon l'avenir professionnel, qui était en train de se dessiner très différemment. Et donc, je dis, bon, un an, quoi. Et donc, ça a duré un peu plus qu'un an, hein. Voilà. Mais au bout d'un an, une fois que vous travaillez avec Marie-Jacques, c'est difficile d'arrêter. D'abord parce que c'est passionnant, parce qu'elle est atypique, justement. Et qu'on n'est pas une ancienne apparatchik devenue députée. Non, c'est une chef d'entreprise, veuve tôt, qui... est encore à la tête d'une entreprise quand elle devient députée. En ayant été maire d'une petite commune, difficilement dans une zone de droite. Donc, elle est totalement atypique. Elle est seule femme. Oui, parce qu'on l'oublie un peu, mais c'est quand même une époque où le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de députés EES. Voilà. Et donc, les seules femmes du groupe, et elles sont deux autrement, et donc... jusqu'à ce que rentre Edwige Avis plus tard, après une partielle. Et donc, seule femme, chef d'entreprise. Elle me dit, tu connais bien l'entreprise, tu fais business plan. On adorait dire ce mot-là parce qu'on avait l'impression d'être intelligent. Et ça va être intéressant parce qu'on va s'occuper des entreprises, on va... Donc je dis oui. Et donc on se retrouve deux atypiques. Parce que ce n'était pas mon projet, mais... Voilà. Et là, après, au bout d'un an, je dis, ça fait un an, là. Et je rentre pas tous les soirs à 17h30. Voilà. Je travaille le samedi, on est mal payé, on est très mal payé. Donc j'avais divisé par 2 Ton salaire ? Mon salaire. Heureusement, mon mari est médecin hospitalier, faisant pas de privé, bien évidemment. C'est un militant de l'hôpital public, mais on s'en sort très bien quand même. Et donc... elle me dit, tu ne peux pas me laisser tomber maintenant parce qu'on ne sait jamais, quoi. Il faut qu'on s'engage pour la présidentielle. Et voilà. Et ça part comme ça. Des dossiers de l'opposition, y compris l'IVG, qui a été un grand moment pour nous deux. Et la préparation de la présidentielle. Donc je suis restée. Tout en me disant, tu ne devrais pas rester. Mais tu vas y rester longtemps. Tu vas ta carrière. Et c'est vrai que, merci au conjoint qui a trouvé normal, tout compte fait, que j'ai un salaire de militante. Non, pas. Parce qu'il partageait ce militantisme. Donc. Il partageait l'option politique. J'ai toujours dit, il est plus à gauche que moi. Parce que quand vous êtes hospitalier, et qui plus est que vous choisissez la psychiatrie hospitalière, vous êtes en face de ce qui ne va pas dans la société. Des réalités sociales, quelque part. Tous les jours, y compris des réalités les plus violentes. Donc, ça se passe comme ça. Les enfants en ont sans doute pâti, hein, mais
je reste. Et après, c'est une sorte d'enchaînement. Puisque après, tu fais, bon, là, comme tout militant, tu es militant, la présidentielle de 81, la législative de 81. Je suis militante le samedi, je fais les marchés, je suis militante. Et les gens, les militants me disent allez, il faut que tu ailles au municipal. Voilà. Et à ce moment-là, on vous pousse. C'était pas mon objectif de vie. C'était pas mon objectif de vie. Mais j'ai trouvé très intéressant, en 86, je ne suis pas éligible. J'ai pris la première place non éligible. La fameuse charnière, comme on dit à chaque fois. Complètement, parce qu'il y en a un qui trouvait qu'il était pas assez. Quand on faisait les listes, les charnières, si ça se passe bien. Dans cette. En 86, il y a quelques soucis aussi de ne pas accepter la charnière. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui n'accepte pas la charnière pour la liste des régionales, donc on pesait, tu as une charnière, moi l'autre. Et je ne vais même pas chercher les résultats. On fête l'élection de tout le monde, mais je ne sais pas que je suis élu. Et c'est simplement vers 22h30, à un moment donné, que quelqu'un m'appelle en disant bon, ben c'est bien. Je dis ben oui, c'est bien, on est content, on a fait un gros score pour la proportionnelle. On était tendus quand même. Oui, bien sûr. On me dit mais t'es conseiller régional. Je dis mais non, moi je ne suis pas éligible. Et en fait, j'étais élu. Donc, et là commence quand même une aventure qui va durer près de 30 ans quand même, voilà. Au conseil. Parce que c'est quand même... moi, d'ailleurs, je ne m'en souvenais pas. C'est presque j'allais dire presque un mandat de cœur, quoi. Parce que pour rester 30 ans dans une institution régionale, alors, et bien sûr, ça va en lien... Je ne suis pas resté 30 ans quand même. Près de 29 ans. Oui, mais il y a un moment... la fin de ton mandat, c'est 2015. Excuse-moi, ça fait près de 30 ans. C'est un mandat passionnant. Oui, c'est pour ça. Parce que tout est à faire. Parce que là, c'est vraiment la création de l'institution régionale, en plus dans une région qui a, tu le disais tout à l'heure, qui a une identité, la Bretagne. On se souvient d'un certain nombre de débats parlementaires au moment de la reconfiguration des régions, n'est-ce pas, avec quelques petits sujets vers des capitales, un peu au sud de la région bretonne. Donc il y a des politiques publiques à imaginer, puisque tout ça est totalement nouveau. Tout est à faire. Et en plus, j'ai la chance, dans le groupe, comme je n'étais pas fléché futur élu, je n'étais pas préparé sur tel ou tel mode d'action. Et j'ai la chance de porter le sujet de l'eau, la qualité de l'eau. Et donc de me retrouver à faire les premières réunions sur l'environnement. C'est pas ce qu'il y a autour de nous, c'est la terre. Et j'ai la chance de rencontrer l'écologie grâce à ce dossier merveilleux. Parce que je rencontre des gens comme Jean-Claude Pierre, qui sort un rapport du CES à l'époque. On ne disait pas CES à l'époque, on disait CES, qui dit l'eau, enjeu économique majeur. C'est-à-dire qu'on fait le lien entre le respect de la planète et l'avenir économique. Donc c'était passionnant. Et après, je me dis, je vais arrêter. Lorsque Jean-Yves Le Drian ou moi peuvent être candidats à la région. Et c'est vrai que 2004, moi je sors du ministère de la Justice, j'ai une aura qui est... J'ai toujours trouvé que c'était surfait tout ça. C'est pas parce qu'on a été au ministère de la Justice qu'on est meilleur que les autres. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Les gens me connaissent. Et je discute un tout petit peu au PS en disant, moi je ne vais pas être candidate parce que Jean-Yves Le Drian a donné plus que moi pendant l'opposition à la majorité de droite du Conseil régional. Moi, j'étais au ministère, je n'avais pas le temps. Lui, il s'est acharné. Quand je suis revenu, j'ai vu à quel point il avait bossé et je trouvais que c'était juste. C'était légitime que ce soit lui qui porta il avait la candidature. Un assistant, qui était tellement accroché, qui a tellement donné que je trouvais que c'était juste. Voilà. Donc je me suis pas... J'ai tout de suite dit, j'ai vu que tout le monde était soulagé. Alors, on parlait de la région parce que c'est finalement ton... Mais en fait, c'est ton deuxième mandat à la région, parce que tu es élu municipal à Morlaix en 83. Alors c'est ça l'enchaînement. Je suis élu municipal d'opposition, mais je prends le syndicat intercommunal qui s'occupe des zones industrielles,
de l'eau, de l'assainissement. C'est pour ça qu'après, je me suis passionné pour ces sujets-là. Et conseillère régionale et conseillère municipale d'opposition, je deviens celle qui préside ce syndicat intercommunal quand la droite est au pouvoir, grâce à la commune d'à côté qui dit il faut que ce soit elle. Nous, c'est elle. Bref, c'est elle. Donc on fait 3 ans avec la droite. Je vous passe un petit peu cette histoire de majorité complexe. Mais du coup, je deviens visible, totalement visible. Avant, j'étais connue de beaucoup de gens parce que Marie-Jacques recevait entre 20 et 30 personnes par semaine. Et donc, je voyais entre 20 et 30 personnes. Tu l'accompagnais dans ses permanences parlementaires. Avec mes collègues. Mais moi, j'allais beaucoup à l'extérieur. J'allais dans les entreprises, j'allais dans les associations, les syndicats et les mutuelles. Enfin, j'étais présente. La remplaçant, quand elle était à l'Assemblée, j'allais partout. Donc, j'étais visible comme ça, mais en pointillé. Et je deviens visible parce que, conseillère municipale d'opposition, je préside ce syndicat intercommunal et je suis conseillère régionale. Et donc, voilà. Et là, tu es pris par la bataille politique. C'est toi qui peux gagner, il faut une femme. Bon. Alors, Morlaix, c'est une ville un peu spécifique. Je m'arrête un instant sur Morlaix. Parce que c'est une ville, même si la 4e circonscription qui est dedans est plutôt souvent à gauche qu'elle n'est à droite, historiquement, puisqu'il y a eu encore une fois 2 fois un député PSU, ce qui est quand même pas, ce qui n'a pas été si fréquent dans le reste du pays, qui a eu une députée socialiste, donc on disait tout à l'heure Marie-Jacques, jusqu'en 93, de manière continue. Il y a eu cette pause 93-97, on s'en souvient. Mais Morlaix aussi bouge, en fait. Il y a des moments très marqués par la démocratie chrétienne, du MRP, jusqu'en 71, après PS, après de nouveau UDF, et tu la reconquiers au PS, donc, pour le PS, en 95. Donc c'est une ville, et puis encore récemment, elle a rebasculé à gauche en 2020. Donc c'est une ville qui est particulière, qui change, qui bouge, en termes d'étiquette, où c'est pas facile de s'ancrer, j'allais dire, sur le long cours, pratiquement. C'est une ville profondément de gauche. Mais c'est vrai, héritière, profondément de gauche maintenant, mais héritière de la JAC, de la JOC, du MRP aussi, qui est très présent dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a une alliance entre les chrétiens et la gauche. Et d'ailleurs, le PSU dont on parlait tout à l'heure, c'est ça aussi. C'est une alliance entre des chrétiens de gauche. Je me souviens que Témoignage chrétien, par exemple, était très lu. Et une gauche qui n'est pas communiste, mais qui est capable de discuter avec des communistes. Et la ville de Morlaix perd de ses habitants, parce qu'ils partent sur les communes autour comme partout, mais gardent beaucoup de logements sociaux, un fort ancrage communiste dans les logements sociaux à l'époque. Et les socialistes, héritiers du PSU, sont proches de ceux qui vont devenir les Verts. Parce que ceux qui sont restés au PSU ne vont pas rentrer au PS, vont devenir les Verts. Oui. Et donc, sur quelques quartiers comme ça, où j'habite, puisque j'habite au départ dans une maison qu'on appelle HLM, grâce au prépape de l'époque, et donc, on habite dans ces quartiers-là. Et socialistes, communistes et PSU, puis Verts. Il y a une espèce de sociabilité particulière. On travaille ensemble, on est présent dans les associations, aux amicales laïques, on est présent dans les écoles, on est très présent dans le milieu culturel aussi. Et cette présence fait que le socle est assez solide. Le socle est assez solide. Et en fait, moi, je suis choisie. Pourquoi ? Parce que, y compris, personne, ni chez les Verts de l'époque, ni chez les communistes, personne ne dira « Ah non, il ne faut pas que ce soit elle ». Parce qu'on a eu l'habitude de travailler. Parce qu'en fait, ce n'était pas Marie-Lise Lebranchu PS, c'était Marie-Lise Lebranchu, certes PS, mais aussi dans une gauche sociabilisée. Et ce n'est pas anodin que Martine Aubry m'ait appelée, alors qu'elle ne me connaissait pas, après m'avoir rencontré à Lorient, pour fonder Agir. Oui. Parce que
c'est une conception... Fondation contre l'exclusion, etc. Agir. Et donc, agir contre l'exclusion, c'est vrai que c'est comme ça que je vais rentrer au gouvernement plus tard, mais je ne brûle pas les étapes. En 93, après la défaite terrible, c'est parce que j'agissais déjà avec d'autres que Martine me demande de la rejoindre dans ce mouvement Agir. Et c'est pas anodin non plus qu'en 93, on se fait battre. Je suis la candidate, alors qu'on a déjà le refrain comme quoi les assistants parlementaires ne doivent pas être forcément des candidats parce qu'ils ont été biberonnés, etc., etc., etc. Moi, je ne suis pas considérée comme ça, à part 2-3 peut-être. Je ne suis pas considérée comme quelqu'un qui a le privilège de prendre la suite. Voilà, et d'avoir été assistant. Oui, ça paraissait légitime parce que tu étais par ailleurs militant et élu. Parce qu'il y a du militantisme à pied. Moi, j'ai toujours dit la politique se fait à pied. Et donc... notamment quand on boite pour... Les gens me connaissent. Les gens me connaissent. 95, donc tu prends la ville 93, d'abord, je prends une claque légère, très légère. On doit être à pas loin des 45, 47 au deuxième tour. Je ne me souviens plus du chiffre exact. Mais je suis majoritaire sur la ville. Celui qui était donc tu es battu dans la Circo, mais tu es major dans la ville de Morlaix. Celui qui est maire de la ville devient député. Ouais. Mais il est minoritaire dans sa ville. Minoritaire dans la ville. Donc là, ça va de soi. Oui, tu as acquis ta légitimité, y compris électorale. On a les chiffres. On dit, ben voilà... Mais alors, justement, tu prends la ville de Morlaix en 95, en 90... Non, parce que tu n'apprends pas tout seul. Oui, enfin bon, elle est incarnée par toi. Je sais bien que le scrutin municipal est un scrutin de liste, etc., mais il n'empêche... et que le maire n'est pas élu ou la maire n'est pas élue par les habitants, mais par le conseil municipal, il faut toujours le rappeler. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une incarnation. Bon, il y a une incarnation. Donc c'est toi la tête d'affiche, en quelque sorte, d'un ensemble plus vaste. Il y a quand même quelque chose, moi, qui me surprend toujours, mais pas au sens négatif du terme, c'est 97, tu reprends la circonscription, donc tu deviens député-maire, ce qui aujourd'hui... ne peut plus exister. Et puis, Lionel Jospin te demande de le rejoindre au gouvernement. Ça, c'est le moment terrible de ma vie. Et donc, tu dois... Et compte tenu de la jurisprudence qui naît à ce moment-là, dite jurisprudence Jospin, tu dois abandonner ton mandat de maire. Alors, tu gardes la présidence de la communauté de communes. Ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Heureusement. Je veux dire, parce que les gens m'en ont voulu. Mais... comment ça se passe? Ça fait 2 ans que tu as pris la ville, même pour toi, je veux dire, au-delà du dispositif politique, etc., mais même, j'allais dire, presque sentimentalement, parce que ça y joue. C'est une déchirure. Et c'est Martine Aubry qui m'a prévenu. Et donc, quand Lionel m'appelle, j'y croyais pas. Donc, j'en ai parlé à personne. Et quand Lionel m'appelle, je suis à l'Assemblée nationale pour chercher mon cartable. Et j'avais l'impression... On me dit toujours que les gens sont contents d'être nommés dans un gouvernement. Moi, j'ai pleuré, quoi. Non, c'est pas vrai. Il ne peut pas me faire ça. Donc, j'ai appelé... il m'a dit, tu passes 3 coups de fil. Donc, j'ai appelé mon père, mon conjoint et le maire. Non, 4 coups de fil. J'en ai passé 4. En fait, j'ai triché. Parce que j'ai appelé le suppléant, qui, lui, est tombé de sa chaise, bien évidemment. Qui ne voulait pas être député. Alors, moi, je ne voulais pas être ministre, secrétaire d'État. Lui, il ne voulait pas être député. Donc, on a été dépités tous les... Mais pourquoi accepter, alors? Excuse-moi de cette question un peu naïve, mais... La première phrase de Lionel Jospin, c'est « Tu ne peux pas refuser ça ». J'ai rappelé Martine après, en me disant, mais elle me dit « Tu ne peux pas refuser ». D'abord parce qu'on a besoin de gens qui viennent d'ailleurs que de Paris. Et... Lionel m'a dit, t'es pas énarque, t'es pas de Paris, t'as les mains dans le cambouis, et pour les PME, les TPE, et la conso, puisque après je vais avoir la conso, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de gens qui viennent d'ailleurs, quoi. Alors, il me colle une responsabilité énorme, parce que mon premier réflexe, c'était de dire, non, il y a des tas de gens qui sont capables de faire ça, une ministre, c'est pas dur, donc voilà. Et donc je dis oui, mais je dis oui, sans doute, et c'est pourquoi le cumul des mandats est important à réfléchir aujourd'hui. Parce que je peux présider la communauté que je viens de créer. C'est-à-dire et quand je lui dis je resterai président de la communauté, il dit oui. Et donc à ce moment-là, moi j'appelle, non pas le premier, je ne pouvais pas appeler le premier adjoint parce qu'il était PC, donc c'est pas possible, il le savait. Le suivant, il était agent immobilier, donc c'était pas possible.
Et donc, c'est celui d'après, adjoint aux affaires scolaires, qui me dit, oh là 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 là, mais bon, tout se passe assez mal. Hein. Bon, après, on va s'organiser. La communauté de communes va devenir ensuite communauté d'agglo et on va réussir à remonter ça. Je me représente tête de liste la fois suivante en disant je ne serai pas maire tant que je serai au gouvernement. Et les gens acceptent. En 2001. Ce qui est une des rares villes, quoi. Les élections municipales de 2001 ont été singulièrement compliquées. Compliquées, mais... dans le reste du pays, parce qu'on a perdu pas mal de villes. Mandat suivant. oui, bien sûr, mais elles ont été quand même, à ce moment-là, compliquées. Donc, c'est vrai que je fais campagne en disant je resterai, j'ai mes 2 pieds à Morlaix et dans la communauté, je resterai aussi longtemps que possible à la communauté, mais je ne serai pas la maire de Morlaix. Et les gens l'acceptent. Et je trouve extraordinaire qu'ils acceptent ça. Alors, je saute un peu parce que je vois le temps défiler et j'aimerais aborder juste une petite question avec toi quand même. Tu n'as pas la réputation d'avoir pris beaucoup de plaisir toujours dans les batailles picrolines qui ont fait le sel de la vie du Parti socialiste pendant de nombreuses années. Néanmoins, pendant une petite période, tu as accepté de présider la Fédération des élus socialistes et républicains de 2010 à 2012, je crois, de mémoire. Alors, c'était le moment où Martine dont tu as toujours été très proche. Tu la citais tout à l'heure pour ton entrée au gouvernement. Quelle était ta vision, toi, du rôle de la Fédération des élus socialistes et républicains? Parce que, finalement, est-ce que c'est pas un truc un peu concurrent du parti? Et ce qui m'amène à te poser une autre question incidente, tout ça dans ton rapport au parti. Quelle était ta place éventuelle dans le dispositif fédéral dans ton département? Est-ce que tu regardais ça, finalement, c'était plus ton sujet, ça t'embêtait, pour pas dire autre chose, etc. Ou est-ce que tu y prenais part avec, sinon gourmandise, en tous les cas intérêt? Comment tu voyais ça? J'ai jamais eu de la gourmandise. J'ai une chance inouïe. Alors, les gens parfois ont du mal à me croire. Et je pense même dans mon entourage. J'ai jamais aimé le pouvoir en tant que tel. Oui, tu l'aimes pour faire des choses. Tu l'aimes pas en tant que tel. J'ai envie de faire. Oui. J'ai envie de faire, d'agir, de voir les choses sortir de terre où des gens allaient mieux, quoi. Et donc, je ne cherche pas les postes. Jamais. Et c'est vrai que c'est atypique parce que j'ai rien fait pour arriver là. Pour arriver à ce que tu... C'est-à-dire que à la fédération, j'aime le Conseil fédéral parce que j'aime le débat, j'aime aussi entendre les autres, leurs difficultés, entendre la critique. Les lieux où on est critiqué, ils ne sont pas assez nombreux. Et quand je deviens, par exemple, secrétaire d'État, j'aime bien aller encore au Conseil fédéral pour entendre la critique. Je vais autant que faire se peut. On fait le vendredi soir, généralement, je peux y aller. Mais dès le début, la fédération, son organisation, être le premier fédéral, aller au bureau national du parti, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Pour ma façon de militer, je lis beaucoup ce qui arrive. Je cherche à comprendre, je cherche à savoir. Je suis très présente dans les congrès parce que la bataille des idées me plaît toujours. Et c'est vrai que, minoritaire longtemps, bon, c'est vrai que j'ai aimé ça. Un peu comme Martine Aubry, au fond. Une espèce de construction où on se dit qu'on ne mettra jamais le toit parce qu'on ne sera jamais prêt à mettre le toit, donc il faut continuer à construire. Donc, en ce sens-là, tu es fidèle au PSU. Oui. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport au PSU. C'est une façon d'être militant. Et c'est vrai que je vais rester comme ça. Du coup, j'ai essayé d'apprendre ça à des gens dans le cabinet. Je suis feuille de chou. C'est-à-dire que parfois, il y a des gouttes d'eau, mais elles ne mouillent jamais, la feuille de chou. Elles tombent. C'est toutes des gouttes d'eau qui sont inutiles, puisqu'elles seront utiles qu'à la racine. Sur la feuille de chou, il n'y a absolument pas besoin. Ça coule. Donc il faut être feuille de chou. Il faut apprendre à la fois... Il faut apprendre à être critiqué. On est critiqué tout le temps. Mais
être critiqué, ça veut dire pouvoir avancer. On n'est jamais critiqué pour rien. Donc voilà, je continue. Et c'est vrai qu'on m'a dit, pourquoi tu t'es jamais présenté première fédérale? Non, ça m'est pas venu à l'idée. Et le Bureau national, je pensais que il y avait assez de gens pour y travailler et que je suivrais avec plaisir ce qui en sortira. Mais la Fédération nationale des élus socialistes et républicains, je ne sais même plus comment on en est arrivé là, sauf que quelqu'un s'en va. Et j'en parle à François Hollande. Je lui dis, au fond, la seule chose où je peux être utile, je crois, c'est avec les élus, parce qu'il n'y a pas assez de formation des élus, il n'y a pas assez... Et moi, j'ai, dans un département, mon UESR est active à l'époque. Elle ne l'est plus assez aujourd'hui, mais elle est à l'époque très active. Et je vois bien qu'on n'a pas assez de retours et qu'il n'y a pas assez de documents sur qu'est-ce que c'est être socialiste quand on est dans une municipalité majoritaire ou minoritaire. S'occuper des minoritaires. Parce que moi, je rencontre dans les communes de ma circonscription des socialistes minoritaires qui sont avides de pouvoir disposer d'éléments pour répondre. Faire avancer, répondre. Et pour répondre, il faut avoir les clés de lecture. Et avoir les clés de lecture techniques pour pouvoir faire de la politique. Parce qu'on ne reste politique que si on ne devient pas technicien à la place des techniciens. Donc, mais il faut avoir des clés de lecture, il faut apprendre, il faut savoir, il faut avoir des idées, il faut échanger les idées avec les autres. Et donc, du coup, tiens, Fédération nationale des élus socialistes et républicains, oui, pourquoi pas. Et là, j'ai trouvé un chantier à faire intéressant. J'espère avoir fait avancer un peu les choses. Je trouve qu'il n'y a pas assez de place à l'intérieur du PS. Et du coup, on peut avoir de temps en temps, et on le retrouve dans la campagne électorale actuelle, les militants non élus, parlementaires, non élus locaux, pardon, les grands, qui ne sont pas forcément les maires, et les maires, qui sont aussi parfois des... Vous voyez, il y a des chacun dans son tube. Voilà. Et il faut toujours les rassembler, parce que le maire a la conviction, et il n'a pas tort, même s'il faut faire attention à ne pas, les plus jeunes disaient à l'époque, prendre le melon. Mais il a l'impression de savoir des choses importantes qui sont à régler par le national, à prendre en compte. Je parlais des familles pivots récemment. Ça, c'est un sujet que les maires comprennent connaissent tout de suite, et qui n'est pas forcément traité au Bureau national comme sujet essentiel. Donc, j'essaye de faire de la FNESR une courroie importante parce que je crois aussi profondément à la décentralisation. Et je pense que les socialistes, héritiers du jacobinisme, moi venant du PSU, je suis forcément girondin. Tu retrouves décoloniser la province de Michel, bien sûr. Et donc, cette culture jacobin-girondin, au lieu de se regarder au face-à-face, ce qu'il faut, c'est la croiser, en disant, oui, c'est quoi le régalien et c'est quoi, effectivement, l'action politique qui peut être décentralisée et portée localement, et y compris se dire que le progrès pour les individus est œuvre nationale, bien évidemment, mais est aussi œuvre locale. Et donc, l'important, c'est de dire comment, localement, y compris quand on est dans l'opposition au niveau national, on peut continuer à agir pour que les socialistes montrent un chemin de progrès. Merci Marie-Lise. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.